Aujourd'hui, nous accueillons François Burgat, qui est donc directeur de recherche au CNRS, en poste à l'IREMAM, qui a été directeur du CEFAS, le Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa, de l'IFPO, de l'Institut français du Proche-Orient, à Damas et à Beyrouth, et qui dirige aujourd'hui un grand programme européen, WAFA. Il suscite beaucoup de problèmes, on est d'accord, dont je ne vous donnerai pas le nom en anglais, mais qui est Quand l'autoritarisme échoue dans le monde arabe. Il a publié, au cas où vous ne le sauriez pas, de nombreux ouvrages sur le monde arabe et sur l'islamisme en particulier, très tôt, dès 88, avec de nombreuses rééditions, l'islamisme au Maghreb, La Voix du Sud, chez Cartala, et puis réédité en 95 et 2008 chez Payot. L'islamisme en face, La Découverte en 95, 96 et une réédition en 2007. Le Yémen vers la République, iconographie historique en 2005. L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, réislamisation, modernisation, radicalisation, La Découverte en 2005, réédité en 2010. Et puis, avec Bruno Paoli, Pas de printemps pour la Syrie, les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise 2011-2013, à La Découverte en décembre 2013. Pour ceux qui n'auraient pas pris des notes immédiates ou qui n'auraient pas lu déjà les ouvrages, nous avons décidé de mettre la biographie et la bibliographie des intervenants de l'ISM sur la page de l'ISM, sur la page internet de l'ISM, et d'autre part de mettre un lien aussi directement sur l'enregistrement de la conférence. Les conférences de l'ISM sont en général enregistrées. Maintenant, elles sont en vidéo et sont accessibles sur Canal U, mais l'accès n'est pas très facile. Donc, dorénavant, nous renverrons au lien de Canal U sur la page de l'ISM. Je laisse la parole à François Burgat pour sa conférence attendue. Merci Pascal Vurési, merci Élise Voguet, merci à l'ISM. Un communiqué de presse tout de suite. L'orateur a parfaitement conscience que c'est le sujet qui attire les foules et pas sa personne. Rassurez-vous, ça ne me fait pas tourner la tête. J'adresse donc des remerciements chaleureux. Puis en y réfléchissant, je me dis bon, c'est un honneur, c'est sûr. C'est un bonheur, assurément. Est-ce un cadeau? Ça, je ne le sais pas. Vous savez qu'évoquer sur un mode serein, constructif, ce genre de sujet actuellement, premièrement, il faut le dire, ce n'est pas politiquement correct. Vous le savez, depuis ces formules péremptoires qui nous ont été assénées depuis le sommet de l'appareil d'État, le numéro 2 nous a quand même dit qu'expliquer, c'est déjà un petit peu excuser. Et cette formule terrible, elle n'a pas été prononcée seulement qu'une fois, elle revient très très souvent. Alors, j'ai reçu, là, il y a à peu près 5 minutes, un SMS important. J'ai demandé à un collègue, est-ce que tu te souviens bien de la formule qu'avait employée? Bon, je ne veux pas personnaliser, mais c'était sur France Culture il y a quelques jours. L'une de ces grandes voix médiatiques très proches du Premier ministre, qui est peut-être son inspiratrice, qui accusait les enseignants, c'était même le HESS très directement, d'avoir formaté l'esprit de leurs étudiants depuis plus de 20 ans sur ces sujets-là. Donc nous courons tous un risque en essayant d'expliquer un petit peu les processus qui nous ont amenés à ces situations dont, faut-il le dire, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans la salle qui s'en réjouisse. Et en tout cas, s'il y en a une, ce n'est pas celle qui est à la tribune. On ne s'en réjouit pas, on ne cautionne pas, on n'excuse pas. On pense que pour être efficace dans le dépassement de ces terribles blocages qui fabriquent de la radicalisation, il vaut mieux comprendre d'où elle est venue et distribuer correctement, efficacement les responsabilités. Notre seule marge d'action, c'est pas de nous soulager en surenchérissant sur la responsabilité de l'autre, c'est voir si par hasard, on ne sait jamais, nous ne serions pas impliqués dans le processus. Donc c'est un défi d'aborder, c'est un défi que les sciences sociales, dans la situation de l'état d'urgence, continuent à essayer de faire leur métier. C'est un défi aussi parce que pour la première fois, cela vous a été dit partiellement, mais grâce aux institutions de la République, que je remercie
j'ai pu passer la quasi-intégralité de ma carrière dans les sociétés dont je prétendais connaître le fonctionnement. Et j'y ai vécu 24 ans. Et pour la première fois, je dirais que ce lien qui me paraît absolument essentiel, qui est le lien avec le terrain, il est coupé, il est rompu. Et ça fait drôle. Et je me souviens quand je suis rentré d'Algérie au bout de 7 années en Algérie et que j'ai été recruté par le CNRS, ma première impression, ça a été, alors que j'avais déposé un sujet de recherche sur le CNRS, sur l'Algérie et sur la Libye, j'ai dit mais comment je vais faire pour écrire sur l'Algérie puisque je n'y suis plus? Et ça me paraissait déjà monstrueux de devoir expliquer des phénomènes sociaux et politiques dans un environnement auquel je n'étais pas directement rattaché. Eh bien, c'est vrai que moi, je ne suis pas à Mossoul. Je ne suis pas à Mossoul, je ne suis pas à Deir ez-Zor. Je ne sais pas exactement, si on commence à le savoir, et je ne me dégonflerai pas, je le dirai qu'on a toutes les raisons de penser que Daesh actuellement n'a pas le soutien de la population. Mais j'aimerais quand même pouvoir voir plus précisément l'interaction qui se noue entre ces forces politiques ultra-radicales produites par un processus où nous sommes directement impliqués. Eh bien, ça, on ne peut pas. Alors, vous me direz, il y a quelque chose qui a changé. On est maintenant noyé sous les données iconographiques, sous les vidéos, sous les déclarations. Chacun des acteurs, maintenant, ça fait partie de sa stratégie de conquête du paysage politique. Il se fait, pas un selfie, il se fait une vidéo. On a tous les discours, on a les batailles en direct. Il n'empêche, sachant que les sujets dont nous parlons sont le produit d'une guerre de la communication, et il nous reste que nous n'avons pas toujours les moyens de hiérarchiser, de trier, de valider et de hiérarchiser les données factuelles qui nous arrivent, c'est vrai, en abondance. Hein. Et comme je suis à un âge avancé où je suis en train, c'est presque fini, d'écrire quelque chose qui ressemble à mes mémoires, je disais, quand on travaillait sur la Libye dans les années 80, on faisait de la kremlinologie. On avait à peu près rien. On avait des journaux absolument vides de toute donnée factuelle évoquant les dimensions, les dynamiques oppositionnelles qui nous arrivaient avec 2 mois de retard et on cherchait. Et maintenant, évidemment, le paysage a complètement changé. Nous sommes saturés par la densité des matériaux d'information, mais il manque quand même ce que vous apporte l'interaction. Donc, de ce point de vue-là, c'est un défi. Et il faut être donc modeste. Il faut savoir que nous vivons dans une atmosphère où le flux d'informations est très unilatéral. Je suis sûr que vous savez tous les horreurs que fait Daesh. Et il les fait vraiment. Et il ne faut pas en douter. D'accord ? Mais est-ce que vous savez que Daesh a pris des mesures pour préserver la ressource piscicole dans la rivière de l'Oronte en interdisant la pêche? Je ne savais même pas que ça existait. À l'explosif, je savais. Aux produits chimiques, je ne savais pas qu'on pêchait au câble électrique. Eh bien, ils ont pris quand même un décret très précis pour interdire, pour préserver les ressources piscicoles dans l'Oronte. Ça, vous ne le savez pas. Ça ne veut pas dire que c'est ça, par ce segment de la réalité qu'il faut entrer dans l'analyse. Mais attention. Nous sommes informés unilatéralement, il nous manque des choses, et des fois on a tendance, ah oui, j'ai mis là, pan sur le bec, je vais me faire un pan sur le bec, sur ce terrain-là précisément, je veux le faire à l'ISM, parce que c'était aux rencontres de Blois, co-organisées par l'ISM. J'ai revu ces terribles vidéos, là, ces machins qui font que les paroles ne s'envolent plus maintenant, hein, c'est fini. Les paroles restent encore pires que les écrits. On voit même la tête du mec qui les prononçait et tout. Je me suis un peu emporté sur le fait que France 2 avait diffusé des images absolument terrifiantes de femmes attachées qui partaient au marché aux esclaves. Mais les copains avaient appelé en rigolant, dit ça c'est des images qui viennent de l'Ashura à Nabatiyé. Ça n'a absolument rien à voir avec Daesh. Donc je m'étais un peu emporté et quand j'ai écouté la vidéo, j'ai dit je ne voudrais pas avoir donné l'impression que je niais la réalité factuelle de ces pratiques, mais bon, on ne doit pas, pour les illustrer, prendre des images de Ashura à Nabatiyé. La réalité suffit. Or, en permanence, il y a cette possibilité de déraper complètement. Le troisième défi, celui-là, c'est le plus douloureux. Mais je pense que la douleur est pour moi seulement. J'espère que si, et pour quelques-uns dans la salle quand même, parce que je vois beaucoup de visages familiers, c'est qu'est-ce que je vais raconter sans tomber dans les redites. Moi, je suis toujours en train de souffrir parce que je ne peux pas innover
parce que ça serait me priver des piliers analytiques de mon approche du sujet. Et si je reprends les piliers analytiques de mon sujet, j'ai l'impression de radoter, pas depuis 2 ans, depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Et je vous invite, en googlant simplement, à voir certaines séquences explicatives écrites en 88, 89, 90. C'est comme si rien ne s'était passé. On est toujours confronté aux mêmes questions extrêmement simplificatrices sur l'incompatibilité absolue de la religion de l'autre avec tout ce qui marche bien chez nous, hein, pour faire simple. Et on doit tout le temps remonter ce fil analytique de déconstruire, d'historiciser, de relativiser. Alors, des fois, je me dis, oui, est-ce que je vais oser redire ça encore, vu que je l'ai déjà dit 4 fois? Et puis, généralement, j'ose. Alors, je vois quelques sourires dans la salle, ceux qui étaient à la dernière conférence au Bernardin. Mais c'est pas grave, parce que sinon, je suis obligé de sauter des étapes importantes de mon raisonnement. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que je dis, même si je le dis avec passion, je voudrais que vous sachiez que je le dis prudemment. Je ne manie pas des certitudes, d'accord? Si, j'ai quelques certitudes. Quand je dis du mal des gens, je le pense vraiment. Mais après, quand j'aborde le futur proche de la relation des Irakiens avec ces forces politiques extrêmes qu'ils ont fabriquées, que nous avons fabriquées avec eux, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je vais essayer de faire ce soir? Passer en revue les dispositifs analytiques existants pour décrypter l'origine de cette crispation sectaire radicale qui monte d'une fraction de la population de notre environnement musulman. J'ai dit le mot. Islam. D'accord? Et placer cette réflexion sur 2 terrains. Il faut d'abord comprendre pourquoi il y a une crispation radicale qui a donné naissance à cette force politique dans le contexte oriental, on va dire syro-irakien, et chronologiquement, il faut dire irako-syrien. Et puis, bien sûr, l'autre dimension du phénomène, pourquoi il y a eu une interaction qu'il n'y avait pas eu avec d'autres théâtres guerriers. Pourquoi il y a eu une interaction beaucoup plus forte, conséquente statistiquement, et bien sûr avec les implications que l'on sait avec nos propres sociétés. Hein, c'est-à-dire pourquoi il y a eu ce phénomène de ce que j'appelle les djihadistes sans frontières. Djihadistes sans frontières, ça existait déjà. C'est-à-dire des gens qui, sur la base d'une solidarité transnationale de type confessionnel ou politique, adhéraient au conflit d'un autre et partaient s'y mêler. Il y en a même un, il a terminé conseiller du président de la République. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, après avoir fait le coup de feu du côté de l'Amérique latine. Non? Oui, quand même, vous voyez qui c'est. Donc, ça a eu plusieurs... C'est Régis Debray. Ça a eu... Bah, vous l'aviez pas reconnu? Ah bon? Il y a toute une historicité de mobilisation transnationale sur la base d'une solidarité politique ou confessionnelle. Il n'y a rien d'extraordinaire dans nos petits djihadistes, d'accord? Si, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Régis Debray, depuis la Colombie, ne nous tirait pas des missiles. C'est que les jeunes de confession israélite qui partent se battre dans Tsahal dans des conditions d'irrégularité législative pour casser du palestinien dans des territoires occupés illégalement, c'est vrai que depuis Israël, ils ne nous tirent pas des missiles ou ils ne rêvent pas de venir nous en tirer. Donc ça, on verra la différence, elle est là. Hein, c'est que ces jeunes partent dans des terroirs où ils estiment, j'anticipe, où ils estiment qu'ils vont pouvoir vivre ce qu'ils ne peuvent pas vivre librement dans leur terroir d'origine, et arriver dans ce terroir d'origine, ils s'aperçoivent que ce terroir, arrivé dans leur terroir de destination, ils s'aperçoivent que leur terroir d'origine menace la survie de ce nouveau terroir d'adoption. Et donc se perd cette alchimie de la radicalisation contre le terroir de départ. Mais on n'en est pas encore arrivé là. Donc, pour le sens commun, actuellement, violence, islam. D'accord ? La corrélation est automatique. Moi, je voudrais vous demander,
l'autre jour, j'ai eu le privilège, c'est un des moments les plus difficiles que j'ai vécu, de dire à peu près la même chose devant les députés de la commission moyen de Daesh à l'Assemblée nationale, à cela près que je ne savais pas que c'était retransmis immédiatement sur LCP et que je n'avais pas aussi bien préparé que j'aurais dû, mais je leur ai tout de même dit que je voulais qu'ils me fassent l'amitié et l'honneur de considérer que ma posture n'est pas une posture d'altruisme. Je n'ai pas envie d'être gentil avec les musulmans. Peut-être dans une autre vie, mais ce n'est pas le moteur de mon mécanisme d'analyse. Le moteur de mon mécanisme d'analyse, c'est d'être efficace en sciences sociales. C'est de faire une construction analytique qui permet de comprendre les turbulences dans lesquelles nous sommes engagés, le cas échéant de les traiter. Et je ne suis pas le scientifique enfermé dans sa tour d'ivoire, je suis aussi un citoyen, donc je peux éventuellement dire que mon ambition ultime en tant qu'analyste, c'est de faire que nous ayons une réaction efficace pour gérer la part qui nous revient, la part d'initiative qui nous revient. Donc, dès qu'il y a violence, il y a islam. Et moi, je voudrais vous montrer, mais pas pour être gentil avec les musulmans, qu'entrer dans la porte des turbulences politiques du monde par l'itinéraire, par l'approche de la culture de l'autre, en l'occurrence la culture religieuse, par la religion de l'autre, si vous voulez, c'est une impasse méthodologique. Ce n'est pas juste que ce n'est pas gentil, c'est que ce n'est pas efficace. On ne peut pas comprendre structurellement les raisons des dysfonctionnements de la Terre si on entre par la porte de l'islamologie. Ils ne connaissent pas bien l'islam, ils sont tombés sur un imam radical. Vous savez, ils rencontrent un imam radical, soit dans la banlieue, soit évidemment sur Internet, et crac, ils tombent dans la radicalisation. Hein, je sais parler d'Ounia Bouzar couramment, au terme d'un certain entraînement, mais c'est ça. Il y a comme ça, sur un individu sain, normal et tout, une connexion qui s'opère avec une espèce de venin idéologique. Le pauvre, s'il avait ouvert une autre sourate, rien ne se serait passé. Ah, il a ouvert la mauvaise. Ou alors il ne l'a pas compris, ou alors il ne l'a pas lu jusqu'au bout. Ah, j'ai entendu ça, il ne l'a pas lu jusqu'au bout. Hein. Je suis gentil, donc je ne citerai pas le grand collègue qui a dit ça. S'il avait lu la sourate jusqu'au bout, il aurait vu que... Hein, avec ce mythe d'un déficit éducatif des acteurs politiques, ils n'ont pas le niveau. Hein. S'ils avaient le niveau en islam, alors sous-entendu, et ça c'est pas nouveau, hein, depuis très 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 longtemps, je me souviens de grands collègues qui disaient si vous me donniez la direction d'un institut où on pourrait enfin former des bons musulmans, je ne parle pas de l'islam, hein, il y en a eu d'autres avant, eh bien, il n'y aurait plus de problèmes dans les banlieues, il n'y aurait plus d'attentats suicides à Gaza. Bon, il faut bien se rendre compte que si nous entrons dans la réalité par ce prisme-là, nous faisons une erreur. Mais où est l'erreur ? Où est l'erreur dans son non-dit le plus monstrueux ? Si vous corrélez automatiquement les problèmes politiques du monde avec la culture de l'autre, vous amputez le territoire de votre recherche d'un pan entier de la réalité où il doit être fonctionnel, c'est-à-dire c'est pas que l'autre qui est responsable de la violence, c'est l'interaction, c'est l'échec de l'interaction entre nous et l'autre. Et donc si vous rentrez par le lexique de l'autre, on va voir s'il a bien pigé l'islam, on va voir s'il connaît bien la bonne sourate, on va voir s'il a le bon niveau. Eh bien, vous êtes pris dans un piège intellectuel qui fait que vous ne regardez plus l'autre dans la territorialité qui doit être celle qui peut nous expliquer les choses. Hein, la question de la territorialité de la crise que nous vivons est absolument essentielle. Chaque fois que l'on la réduit, on fait un contresens et on est inefficace. Et je ne dis pas on est méchant avec les musulmans, je dis on est inefficace. Parce que la crispation sectaire, ça ne se fait pas tout seul. On a besoin de l'autre. La radicalisation, ça ne se fait pas tout seul. On a besoin de l'autre. Et si dans notre analyse, nous n'ouvrons pas, nous ne faisons pas ce zoom arrière essentiel pour voir que, ah tiens, on est dans l'écran radar, on est dans le dessin. Hein, je vais vous infliger une autre image comme ça, qui est très éloquente. Chaque fois que je prends la parole, j'ai à tous les coups quelqu'un qui dit « oui, mais le musulman… » Alors l'autre jour, c'était ce célèbre député Millard, que je salue si par hasard il regarde cette vidéo, qui me dit « oui, mais quand un musulman n'est pas d'accord… »
Je lui dis merci, Monsieur Millard, de me poser cette question. Ça me permet de vous faire une réponse importante parce que quelque part, dans l'intellect d'un très grand nombre d'entre, je ne dis pas d'entre vous, d'entre nous tous, il y a cette tentation de dire, quand un musulman s'énerve, il pourfend l'autre d'un coup de sabre. Quand un non-musulman énerve un musulman, c'est avec une caricature. Et quelqu'un de très bien, que nous connaissons tous, que nous admirons, des fois à raison, des fois à tort, notre gentil Plantu national avait fait ce dessin exceptionnellement éloquent sur ce terrain-là, où on voyait un musulman qui avait agressé un non-musulman. Alors je ne vous dis pas, le non-musulman, il baignait dans son sang, couché par terre. Alors qu'il l'avait agressé parce que lui-même, le non-musulman, avait agressé le musulman. Comment l'avait-il agressé? Il l'avait agressé en lui infligeant la lecture d'une caricature de son prophète. Et moi, sur ce dessin, j'avais dit, avec mes moyens limités, parce que je ne sais pas dessiner, mais j'avais expliqué, j'ai dit, écoutez, ce dessin est magnifique, mais il faudrait faire un petit zoom arrière. Il faut élargir un tout petit peu le cadre de notre décryptage de la violence des attentats parisiens. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter sur le dessin? Eh bien, je vais vous dire, c'est facile. Il faut rajouter des F-16, des Rafales et des drones. Voilà. Et s'il n'y a pas ça dans le dessin, si vous ne regardez pas la crise dont l'une des manifestations a été ces attentats épouvantables dans leur cadre territorial, et puis je vais rajouter, il faut de la profondeur historique aussi. Si vous ne regardez pas, si vous ne mettez pas une dose de profondeur historique, vous n'avez pas les moyens d'analyser. Et donc, vous n'avez pas les moyens de savoir sur quoi vous pourriez éventuellement avoir prise. Les drones, on le sait peu, ça fait peu de bruit ces petites choses-là, mais ils en sont quand même à 1000 exécutions extrajudiciaires au Yémen depuis 2002. 1000. J'y étais au Yémen quand ça a commencé, quand le logiciel occidental de la réponse à la violence terroriste a été formulé pour la première fois à l'échelle post-coloniale. Parce qu'à l'échelle coloniale, il faudrait, non, on ne va pas réouvrir ça, mais il faudrait réouvrir la terminologie par laquelle le discours politique de notre République a qualifié les félagas. L'autre a été un terroriste depuis le début, depuis toujours. Il était un terroriste quand il a manifesté sa distance sur le terrain politique. Il a été un terroriste quand il a voulu récupérer les champs pétroliers. Il a été ou le canal de Suez. Et bien sûr, on lui a répondu par la guerre. Et il a été un terroriste, bien sûr, encore plus lorsque s'est ouvert cette phase, je vais y venir, où il n'a plus voulu utiliser pour exprimer ses besoins normatifs à l'intérieur de sa société ou sur la scène internationale, le lexique que nous avions cherché à imposer comme étant le seul pouvant exprimer l'universel. Quand il s'est mis à parler, quand il s'est mis à nous dire « Pardonnez-moi, je vous fais un troisième bras d'honneur dorénavant pour m'exprimer, pour exprimer mes besoins normatifs dans mon ensemble national ou politique à l'échelle internationale, je vais employer un lexique que je considère, c'est de l'idéologie, on est d'accord, que je considère comme directement hérité de la culture de mes ancêtres, avant que les catégories de la culture occidentale portées sur le revers des militaires de la conquête viennent faire irruption dans mon système symbolique. Quand il s'est mis à parler musulman, on a également considéré que c'était un vilain terroriste. La naissance du logiciel antiterroriste occidental post-colonial, je peux dire que j'ai presque assisté en direct. Avant le 11 septembre, ça a commencé avant le 11 septembre. Vous savez que le Yémen a été le théâtre d'un attentat très spectaculaire contre le destroyer US Cole dans la baie de Aden en octobre 2000. Que faisait ce bateau dans la région? Ce n'était pas un pédalo, c'était un destroyer. Il avait des armes épouvantables. Il rechargeait ses batteries avant de continuer l'embargo sur l'Irak. L'embargo sur l'Irak, nous avions des informations crédibles, non démenties par les sources américaines, sur le fait que ce processus qui ramenait l'Irak à l'âge de la pierre avait déjà fait des centaines de milliers de morts parmi les seuls enfants. On peut se battre sur les chiffres, enlever quelques centaines de milliers. Il en restera toujours une ou deux, je peux vous assurer. D'accord ? Donc on savait que ce bateau participait à l'asphyxie économique de l'Irak qui avait fait des dégâts absolument monstrueux. 17 des petits jeunes, c'est jamais des jeunes les terroristes, mais bon, là c'était des jeunes, effectivement, donnent leur vie quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est lâche. Ils donnent quand même, ils reviennent pas de l'opération, et ils font un gros trou dans la coque du US Cole, et 17 marins
sont tués. Et le président Clinton fait un discours lors des obsèques de ces marins et il fonde, il construit le logiciel occidental de la réponse au terrorisme qui va fonctionner jusqu'à nos jours à Paris, exactement dans les mêmes termes. Il dit ces jeunes sont morts, ils ont été les cibles des terroristes car c'était des amoureux de liberty and freedom. Donc, on s'en est pris à eux car c'était des amoureux de la liberté. Les djihadistes s'en prennent à nous parce qu'on aime boire du vin rouge à la terrasse de nos bistrots. Et dans le cadre, il n'y a absolument aucun des éléments de notre interaction avec les scènes orientales sur le plan militaire. Et donc, ça, c'est si je devais m'arrêter, je crois que j'aurais tout dit. Mais c'est ce que nous devons réintroduire, c'est la corrélation entre les dysfonctionnements de nos propres actions, dysfonctionnement, on y viendra, de notre vivre ensemble à l'échelle de la République, dysfonctionnement de notre vivre ensemble à l'échelle planétaire, et puis l'hostilité dont nous sommes les destinataires. Et c'est ça qui est le non-dit permanent du discours médiatique et politique, en partie académique. Parce qu'on va voir l'énergie que nous dépensons pour expliquer les réseaux, les filières, les itinéraires, les moyens de cette hostilité dont nous sommes les destinataires. Mais zéro moyen pour s'interroger sur l'origine de cette hostilité dont nous sommes les destinataires. On sait que, vous savez, mais là, quand je fais des allusions, je ne personnalise pas, mais je peux vous donner des citations. On sait que la radicalisation en France, elle est passée du 4e étage de la prison de la Santé au 3e. Et les prisonniers arrivent à parler entre eux. Alors, hop, il y a un petit billet de Abou Mus'ab Souri qui a pu passer à l'étage du dessous. Vous vous rendez compte si on avait bouché le trou. Et on n'en serait pas là. D'accord ? Donc nous avons des descriptions extrêmement minutieuses. C'est très dangereux la métaphore hydraulique parce que Sarkozy, à propos des migrants, a dit que c'était les toilettes qui fuyaient ou quelque chose comme ça. Mais je vais quand même employer une métaphore hydraulique. Imaginez qu'on vous décrive l'arrivée de l'eau et on dit « Ah, elle est passée par là ». Et alors après, tenez-vous bien, comme le couloir s'incline à gauche, eh bien elle a tourné à gauche. Et après, comme il y a un trou, eh bien elle a rempli le trou pendant une journée avant de déborder. Et des pages et des pages et des pages et des pages. Et on ne vous dit pas où est-ce que ça fuit, pourquoi il y a de l'eau, pourquoi il y a un courant. Et ça, c'est 90% de la production académique sur le phénomène djihadiste, c'est les filières, les réseaux, les moyens. On va y venir, c'est Internet, c'est machin. Mais on ne s'interroge pas sur ce qui devrait être le cœur de notre dispositif analytique. D'où vient cette hostilité dont nous sommes les destinataires? Est-ce que, sans renier nos valeurs, sans trahir nos amis, en restant ce que nous sommes et ce que nous voulons être, il n'y aurait peut-être pas moyen de résorber un tout petit peu du malentendu? Mais ça, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas dans les interrogations. Vous pouvez brancher France Culture et France Inter tous les matins. Vous aurez un nouveau détail sur le réseau, le truc, le machin, la filière, la connexion. Vous savez, tout le langage de la dissémination pathologique. Mais vous n'avez jamais une interrogation claire, généreuse, lucide sur mais pourquoi et est-ce qu'on ne pourrait pas y faire quelque chose, Alors ce pourquoi, quand je suis désespéré, c'est par exemple quand je relis ce matin ce que j'ai écrit en 2005. Donc dans les ouvrages qui vous ont été mentionnés, l'un des derniers, c'est l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda en 2005. Mais quand je relis ce que j'ai écrit, et rassurez-vous, je ne personnalise pas, je pourrais vous citer des dizaines d'autres auteurs qui ont écrit à peu près la même chose, eh ben, je dirais que tout était dit. Quelle est l'alchimie qui produit de la radicalisation sectaire? Comment ça leur est arrivé, ces messieurs-dames?
Zawahiri, j'habitais dans sa rue, c'est la rue numéro 9 à Mahdi, c'est pas des pauvres gens là-bas, quoi. Bon, comment se fait-il que des individus, je dirais, comme vous et moi, peuvent entrer dans des stratégies de radicalisation qui s'expriment sur un registre sectaire d'exclusion et de rejet de tous ceux qui n'appartiennent pas à leur petit noyau, hein. Ça, on peut le déconstruire, on peut le montrer, et je vous donnerai quelques... mais bon, si mon vieux cœur s'arrêtait maintenant, je dirais la matrice de la radicalisation est politique, elle n'est pas idéologique. L'idéologie est un facteur adjuvant. Si vous me collez des baffes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je vais me radicaliser politiquement et concevoir l'idée que je vais vous en rendre une. Et puis, et seulement à ce moment-là, je vais chercher des petits noms pour vous appeler. Et seulement à ce moment-là, je vais puiser dans ma culture, dans ma langue, dans mon patrimoine, le cas échéant religieux, la légitimation de mon action de contre-violence. Ce n'est pas l'inverse. Il n'y a pas un individu en pleine santé, en pleine possession de ses moyens, en pleine intégration dans son tissu politique, qui tout d'un coup lit une page de Saïd Qutb, et boum, il tombe dans la radicalisation. Ça ne veut absolument rien dire. Il faut... Et bon, je suis très désespéré en France, mais pas tout le temps. Quand j'écoute Valls, je suis désespéré. Mais l'autre jour, le ministre de l'économie, qui est très impopulaire en matière d'économie, a eu quelques phrases qui étaient pétries de bon sens. Il a dit, pour que quelqu'un se radicalise, il faut qu'il y ait un terreau. Eh bien, ce terreau, nous devons admettre qu'il peut participer. Les erreurs de la République peuvent y être corrélées. On ne demande pas plus. Moi, je ne demande pas plus. C'est quand j'entends qu'ils s'en prennent à notre mauvaise habitude de boire du rouge aux terrasses que j'ai envie de rompre la possibilité de discussion. Mais dès lors qu'on accepte l'idée qu'on doit faire une introspection lucide des dysfonctionnements de notre système de vivre ensemble et de à l'échelle nationale et internationale, je suis d'accord. Ce matin, j'ai retrouvé une phrase qui me faisait pleurer quand je l'écrivais. C'est les hurlements que pousse Ayman Zawahiri en 1982 à l'extrême fin de son procès, quand il va être emmené. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai écrit donc il y a 17 ans. Zawahiri va se servir de la logistique du milliardaire saoudien pour pouvoir donner à ses ambitions la dimension qui ressemble plus que jamais à une volonté de vengeance, en écho aux accusations qu'il avait hurlées à la face des journalistes venus du monde entier assister à son procès en 1982. Nous avons subi des traitements inhumains, ils nous ont battus, ils nous ont frappés, ils nous ont fouettés avec des câbles électriques, ils nous ont envoyé des décharges électriques, ils ont utilisé des chiens sauvages, ils nous ont accrochés aux portes, nous avions les mains liées dans le dos, ils ont arrêté les femmes, les mères, les pères, les sœurs, les fils. Alors, où est la démocratie? Où est la liberté? Où sont les droits de l'homme? Où est la justice? Nous n'oublierons jamais. C'est comme ça que ça commence, le djihadisme. C'est comme ça que ça commence, le djihadisme. Si vous voulez gommer cette variable historique-là, vous ratez tout le départ. Alors après, vous me direz, oui, mais il y en a pour qui c'est plus compliqué. Oui, Oussama Ben Laden n'a pas été torturé, mais Abu Bakr el-Baghdadi est passé par le camp de détention américain qui est la cerise sur le gâteau de l'irruption américaine en Irak. Vous retrouvez le mot torture dans l'itinéraire qui a fabriqué ces acteurs-là. On parle des acteurs orientaux, d'accord? Une écrasante majorité est passée par ce pipe-là. Et si on se prive de ça, on a quelque chose qui va nous manquer. Comme je veux qu'il reste du temps, je vais faire très vite quelque chose que je ne fais jamais, mais je le fais à dessein. C'est faire après tout ce que je vous ai dit sur la nécessité du terrain, c'est faire une excursion dans un terrain sur lequel je n'ai jamais travaillé. Mais pour voir si ce que je viens de vous dire sur la matrice de la radicalisation politique qui dégénère en radicalisation sectaire,
Parce que quand on commence à traiter l'autre de salboche, ça peut continuer. On va lui donner des noms qui le discréditent en tant que ce qu'il est et non pas en tant que ce qu'il fait. C'est ça la frontière de la stigmatisation sectaire de l'autre. C'est quand on s'en prend à ce qu'il est et non pas à ce qu'il fait. D'accord ? Sur cette invention absolument diabolique dont j'aurai l'occasion de reparler, qui s'appelle Facebook, il m'arrive de recevoir des questions pressantes ou par mail d'étudiants parfaitement sympathiques à qui je n'ose pas dire non. Et donc, cette étudiante en journalisme, là, que j'appelle ici Clotilde, m'avait dit « Mais quand même, Boko Haram, est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas un monopole, il n'y a pas une direction unifiée au sein de l'islam ?» Ah, ça m'avait un peu énervé et tout. Alors, j'ai quand même fait une petite réponse écrite. Je lui ai dit écoutez, sortons nos calculettes. Si vous faites, mais je parle sous couvert, je suis gêné là, avec tous les historiens du monde arabe, mais prenons nos calculettes et faisons la somme des casualties liées au mode d'expansion de notre belle nation chrétienne. Depuis, vous commencez, allez, hop, l'Amérique latine, ok ? Bon, vous montez, alors je sais bien, ce n'est pas les missionnaires en Amérique du Nord qui sont, mais ce sont des nations chrétiennes, très souvent accompagnées par leur foi, qui se sont étalées aux quatre coins de la planète. Donc vous faites l'Amérique du Nord, là, comme ça. Je ne sais plus quelle année, j'avais fait dans la foulée le Cap en Afrique du Sud et puis l'Australie juste après. C'est quand même assez amusant. Je me souviens que ce qui m'avait frappé au Cap, c'était de voir les dispositifs administratifs datant de 1974 qui indiquaient que la portion alimentaire dans l'univers carcéral était inversement proportionnelle à la couleur de votre peau. Si vous étiez blanc, vous aviez 3 sucres, 1 sucre si vous étiez métis, 0 sucre si vous étiez noir. Tout ça a été écrit en 1974, l'année où a été élu M. Giscard d'Estaing. Nous avions des relations avec ces pays, ça existait. Et puis après, vous arrivez en Australie et vous voyez le traitement de ce qu'on appelle les aborigènes. Bon, vous faites le tour de la planète. Mais, s'il vous plaît, le stalinisme, c'est pas l'islam, hein. Le stalinisme et le nazisme, pour faire bonne mesure. Alors après, je laisse les historiens du monde musulman me dire oui, il y a peut-être les Arméniens, oui, il y a les Futuhat, on peut sortir nos calculettes. On se rend bien compte que si la clé de la stabilité politique d'un ensemble, d'une des composantes religieuses de la planète, c'était une direction unifiée comme le pape, il vaut mieux qu'on ne souhaite pas aux musulmans d'avoir un pape, hein. Mais c'est pas là que je veux en venir. Je suis de culture chrétienne, j'aurai l'occasion de le dire, mon saint patron est Saint François. D'Assise. Mais à la jeune fille, j'avais écrit la chose suivante. Évidemment, j'avais un peu réfléchi avant d'écrire comme ça, hein. Comment un groupe a-t-il pu mobiliser impunément plusieurs milliers de combattants, bénéficier du soutien au moins passif d'une bonne partie de la population et depuis plusieurs années tenir tête à un État ? Ne connaissant absolument rien du Nigeria, je ne puis malheureusement pas me hasarder à vous répondre sur ce terrain. Je fais toutefois le pari que le sous-développement chronique doit faire partie du paysage nigérian. Il est fort possible que la région nord, où s'est développé Boko Haram, en soit particulièrement victime. Il n'est pas impensable que la corruption du pouvoir central ait discrédité de longue date tout processus institutionnel de règlement des différends politiques. Il n'est pas non plus véritablement inconcevable que lorsqu'elle a été au pouvoir, le comportement d'une minorité chrétienne ait contribué à confessionnaliser l'affrontement, ni que cette minorité ait été soutenue de façon inconsidérée par les Occidentaux, peut-être même pour protéger des intérêts bassement matériels, que sais-je. Je suis presque sûr, enfin, que dans l'histoire récente du nord du Nigeria, on devrait trouver la trace de poussées répressives d'une violence extrême, incluant de véritables campagnes d'assassinat, je dis bien d'assassinat, pas de simples menaces sur la vie, de plusieurs centaines de personnes. Il n'est pas impensable, enfin, que de telles campagnes, si elles ont eu lieu, n'aient généré aucune réaction de la communauté internationale qui se mobilise aujourd'hui, ni de ses élites médiatiques et politiques en particulier. Mais je vous laisse le soin de vérifier si ces pistes sont les bonnes. Et moi, j'ai commencé une petite vérification comme ça. Les premières occurrences académiques disponibles sur Internet sembleraient tout de même conforter mes intuitions. Dans l'une d'entre elles, Marc-Antoine de Monclos écrit notamment, je cite, « À l'analyse, il s'avère que le mouvement Boko Haram est un révélateur du politique. Non pas parce qu'il est porteur d'un projet de société islamique, mais parce qu'il catalyse les angoisses d'une nation inachevée, parce qu'il dévoile les intrigues d'un pouvoir mal légitimé,
loin des clichés, sur un prétendu choc des civilisations entre le Nord et le Sud, la singularité de la secte au Nigeria s'apprécie d'abord au regard de son recours à des attentats suicides. Or, la dérive terroriste de Boko Haram doit beaucoup plus à la brutalité de la répression des forces de l'ordre et pas qu'à des contacts plus ou moins avérés et réguliers avec une éventuelle mouvance djihadiste internationale. Vous voyez, c'est une petite promenade dans un terroir que je ne connais absolument pas, où on pose quelques curseurs de vérification d'une hypothèse générale, la violence dite religieuse, la radicalisation sectaire, naît d'une radicalisation qui est politique, et cette radicalisation politique signale des dysfonctionnements profonds du tissu institutionnel, soit national, soit international. Là, je pense qu'on a tout dit. Alors, on peut donner, bien sûr, des illustrations sur les terrains que je suis réputé moins mal connaître. La Syrie, l'Irak, le Yémen. Ah, j'ai une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous le savez, mais les rumeurs, les bruits d'intervention française en Libye sont suspendus depuis quelques grosses dizaines de minutes. Parce que nous étions au bord, il y avait vraiment des rumeurs très très fortes d'une nouvelle campagne de bombardement française. Elle a été démentie dans le courant de l'après-midi. On croit que lancer des bombes peut remplacer la réinstitutionnalisation. La porte de sortie de ces graves dysfonctionnements, c'est par tout moyen arriver à la réinstitutionnalisation du tissu politique. Bon, c'est compliqué et je suis sûr, je dis ça au hasard, que nous ne sommes pas tous d'accord dans la salle sur les moyens d'y parvenir. Mais nous sommes d'accord sur le fait que c'est bien cette descente des extrêmes et cette remontée des forces du centre et leur capacité à se reconnaître entre elles qui est la porte de sortie. Alors, en Syrie, il s'est produit quelque chose qui est... Non, avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'il y a de grave? Pourquoi on est là ce soir? Si on était il y a 10 ans, est-ce qu'on accorderait autant d'importance aux extrémistes? Pendant des décennies, les extrémistes ont joué leur rôle, c'est-à-dire qu'ils jouaient aux extrêmes. Les extrémistes agissaient aux extrêmes, dans la périphérie extrême des sociétés. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans? Qu'est-ce qui change complètement la configuration et qui, donc, m'a encouragé à déplacer le spectre de mes analyses du phénomène d'islam politique, du courant qui fabrique des majorités électorales au courant qui refuse le mécanisme électoral, c'est que les extrémistes sont entrés en interaction positive et en synergie positive où des segments entiers des sociétés sont rentrés en empathie avec ce qui était auparavant des extrémistes cantonnés aux extrêmes. Alors cela s'est passé de façon très spectaculaire en Irak, où on a vu tout d'un coup s'effondrer le système politique mis en place après le départ des Américains, avec, pas grâce à, mais à cause des Américains, ce système qui n'a pas réussi à faire mieux que le précédent en termes de suprématie d'une confession sur les autres, qui a reconduit le mécanisme de la distorsion de la représentation de la communauté, en l'occurrence les sunnites, qui n'étaient plus au pouvoir, avec l'aide de l'Iran, qui n'a rien fait pour arranger les choses, du jour au lendemain, on a vu que des pans entiers de la communauté sunnite, qui avaient été manipulés une première fois par les Américains contre les extrémistes. Le général Petrus leur avait dit « Ah, allez, on va vous aider, hein, les tribus, vous allez vous mobiliser contre les radicaux. » Et bien sûr, quand les Américains sont partis, on les a laissés tomber du jour au lendemain avec un cynisme absolu et ils se sont retrouvés en porte-à-faux dans leur propre tissu national. La deuxième fois, ça n'a pas marché. Et donc, on a presque tout l'Irak sunnite qui a à peu près applaudi à l'arrivée de Daesh dans Mossoul parce qu'il les libérait de troupes de l'État irakien qui étaient perçues comme des troupes d'occupation chiite et qui n'avaient pas la légitimité d'une institution de l'État. Donc on a le cas irakien, il est relativement clair. Petite parenthèse, puisqu'on est quand même réunis ici pour parler de Daesh, j'aime bien rappeler
cette petite anecdote à Erbil, il y a à peu près 2 mois, je m'entretenais avec des autorités religieuses kurdes, sunnites bien sûr, hein, les Kurdes sont sunnites, qui me disaient, c'était très bien fait, ils me tenaient un discours de discrédit, pourquoi en tant que musulmans, Daesh est inacceptable à nous. Et ça sonnait juste, ça sonnait pas comme un discours saoudien, on ne sait jamais. Hein. Non, c'était vraiment dit avec une grande conviction, une grande efficacité. Et donc après, je lui ai dit, mais alors, quelle est l'alternative? Il m'a dit, ah mais l'alternative, mais il n'y en a pas. Ah mais il n'y en a pas. Vous savez, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de s'allier avec les Américains, ils ont essayé de s'allier un peu avec les chiites. Rien n'a marché. Donc actuellement, il n'y a absolument aucune alternative. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va évoluer. Bon, on y reviendra, ce n'est pas la seule hypothèse. Mais pour dire, le cas irakien. Le cas syrien, il est exemplaire parce qu'il peut irriguer notre compréhension de toutes les scènes politiques du printemps arabe. Les printemps arabes démarrent, la poussée protestataire démarre avec un logiciel qui est le même que celui des régimes. Il est laïque et républicain, quelles que soient les pratiques effectives des acteurs. Le régime syrien n'est pas toujours super laïque. Les opposants dits laïques ne sont pas toujours super laïques. Mais quand ils signent des accords, Genève en 2012, ils reconnaissent qu'ils fonctionnent dans le cadre d'un logiciel républicain. Donc nous avons eu un premier moment de visibilité de la crise syrienne et des printemps arabes où s'affrontaient des forces politiques qui utilisaient le même logiciel. Il y avait déjà une petite fausse note en Syrie. Il y avait quand même des gens qui n'utilisaient pas le même logiciel. Tu vas être d'accord avec moi, c'est consensuel. C'est un ami syrien très cher. Les Kurdes employaient un autre logiciel. Les Kurdes mobilisaient. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans le sens commun, on a tendance à penser que dès que les États nationaux ont connu des tensions internes, c'est les appartenances religieuses qui ont pris le pas. Hein, les gens sont redevenus sunnites, chiites, alaouites. Eh bien non. Ils sont aussi, dans un certain nombre de cas, lorsque leurs attentes nationales n'avaient pas été satisfaites à l'époque de la décolonisation, et vous pouvez vous transporter au Mali, chez les Touaregs, tous les gens qui n'avaient pas eu une nation, qui sont restés frustrés du fait national, quand les États-nations se mettent à vaciller, eux ne disent pas « je suis sunnite » ou « je suis ibadite », ils disent « je suis Touareg » ou « je suis kurde ». Donc on avait déjà, dans l'espace syrien, des gens avec un autre logiciel. Mais ce qu'on va avoir, j'emploie la métaphore, quand je l'emploie en France, je suis tranquille, tout le monde la connaît, un train peut en cacher un autre, une révolution peut en cacher une autre, et donc nous avons en Syrie des acteurs qui vont émerger et qui font usage d'un logiciel révolutionnaire, si vous voulez, ou contre-révolutionnaire, si vous voulez, mais qui n'est pas celui de la révolution syrienne qui a commencé en 2011. Il y a une révolution, il y a un logiciel révolutionnaire qui n'a ni la même temporalité, ni la même territorialité, qui va entrer en concurrence avec les autres acteurs. Il n'a pas la même territorialité, il ne se bat pas pour le contrôle de l'espace national syrien, puisqu'il se bat pour des frontières définies sur les bases d'une appartenance confessionnelle. Il se bat pour un Sunnistan libéré de toute interférence des deux ennemis, l'ennemi occidental, mais aussi l'ennemi sectaire chiite. Petite parenthèse, quelle est la grande différence entre Daesh et Al-Qaïda? Al-Qaïda est né en Afghanistan, où la confrontation se faisait relativement clairement avec un ennemi principal qui était un ennemi occidental. Il n'y avait pas de variable sectaire majeure dans le conflit, alors que quand Al-Qaïda se transporte en Irak, il trouve une configuration, et bien sûr, lorsque les Américains arrivent en Irak, ils trouvent une configuration extrêmement différente, où pour caricaturer, attention, c'est une caricature parce que ça n'a pas été le cas, il y a des chiites qui ont combattu l'invasion américaine, mais pour caricaturer aux yeux de certains sunnites, les chiites les regardaient se faire casser par les Américains, puisqu'ils étaient en train d'affaiblir le pouvoir d'un régime qui avait été labellisé sunnite. Donc, Daesh est devenu... les combattants de Daesh ont fait remonter la variable sectaire au premier rang de leur priorité, c'est une différence. Mais donc la crise syrienne, et sans entrer dans tout ce qui peut diviser ceux qui en parlent, a vu émerger, a été le principal théâtre d'émergence
de forces politiques qui avaient un agenda qui n'était plus celui de l'opposition que moi j'appelle républicaine, c'est-à-dire même si les gens qui en font partie disent Bismillah avant de partir au boulot, ils sont tout de même d'accord sur l'idée qu'il pourrait y avoir un système institutionnel prenant en compte la diversité des appartenances ethniques et confessionnelles à l'intérieur de l'espace national syrien tel qu'il existait en 2011. Ils ont la même territorialité et ils ont la même temporalité. Les gens de Daesh, ils se battaient déjà avant. Et ils se battront encore après la chute de Bachar el-Assad. Donc vous voyez bien, c'est ça qu'il faut comprendre pour maîtriser le logiciel de gestation de cette nouvelle composante politique ultra-radicale qui est venue bousculer. Alors, je pourrais me promener au Yémen, mais j'ai pas le temps. Je dirais que la crise au Yémen, c'est impossible d'en parler en 2 minutes. On va simplement dire que la configuration qu'elle a prise, pour des raisons que je n'ai pas le temps mais si je vais quand même les qualifier, le Yémen, la fracture sectaire est une arme de la contre-révolution. C'est le type qui était au pouvoir pendant 30 ans, qui a versé du venin de la division sectaire pour chevaucher les Houthis chiites dans leur conquête du pouvoir militaire à Sanaa. Bon, on pourrait en discuter. Mais dès lors que des gens arrivent au pouvoir à Sanaa et qu'ils sont perçus notamment par leur appartenance confessionnelle, eh bien, les autres vont... Moi, j'ai des tas d'amis yéménites. Ils se sont réveillés un beau matin sunnites. Mais c'était nouveau. Ça ne leur était pas arrivé depuis longtemps. Parce que précisément, le Yémen était d'un des rares pays de la région où, grâce à la complexité du logiciel de la révolution républicaine, on avait une situation tout à fait étonnante. On pouvait être islamiste, faire partie d'un parti adhérent aux frères musulmans, sans se soucier du fait qu'on n'était pas sunnite. C'était extraordinaire quand même. Il y avait eu un effritement des barrières confessionnelles. Et là, eh bien, en quelques heures... et on va entendre Tawakkul Karman, prix Nobel de la paix, le lendemain de la prise du pouvoir des Houthis à Sanaa, dire « Au secours, venez libérer le Yémen occupé par l'Iran ». Et tout est dit. Et je me souviens, quand on avait rapporté ces propos, il y avait des collègues « Oh, François, tu fais trop vite le jeu des divisions ». Je dis « Je ne fais pas le jeu des divisions sectaires. Je sais qu'il est tellement facile de mettre le feu. » Parfois, j'emploie une image beaucoup plus... discutable. Je dis, il est beaucoup plus facile de casser un œuf que de le faire. C'est-à-dire de créer une barrière sectaire, et c'est un processus qui est malheureusement extrêmement rapide. Et donc, il s'est créé au Yémen. Et donc, les groupes radicaux sunnites ont pris de la plus-value aux yeux de pans entiers de la population sunnite, exactement comme dans le cas irakien, parce qu'ils sont apparus comme des gens pouvant les défendre contre une menace existentielle chiite. Donc on a ce même processus, simplement là il a été utilisé très cyniquement par les forces de la contre-révolution, par Ali Abdallah Saleh, dont le paradoxe est qu'il avait lutté contre les Houthis, la révolte Houthi, quand il était lui-même au pouvoir. Et le vice suprême de cet individu, que je n'aime pas, il faut bien que je le dise publiquement, c'est qu'il avait lui-même très spécifiquement confessionnalisé la révolte des Houthis. Les Houthis, quand ils se sont révoltés, ils se moquaient de Ali Abdallah Saleh parce que les Américains lui avaient tordu le bras dans le dos et lui faisaient avaler des couleuvres sécuritaires. Il était obligé d'ouvrir la totalité du pays. Et les Houthis, ils ne disaient pas « vive l'Iran », ils ne disaient pas « on veut rétablir l'imama », ils disaient « gros dégonflé de Ali Abdallah Saleh qui cède à toutes les pressions américaines, « vive l'islam, abat Israël ». Alors ils disaient « abat les juifs », mais c'était pas une confessionnalisation interne au pays, c'était un discours d'anti-impérialiste très légèrement confessionnalisé s'agissant d'Israël, mais c'est tout. Ce n'était pas un discours confessionnel interne. Et Ali Abdallah Saleh, pour les discréditer, il a dit « Oh, vous êtes des gens qui voulaient mettre fin à la République, vous êtes des sales chiites qui voulaient restaurer l'imama ». Et il disait aux officiers d'Aden qui réclamaient leur retraite qui tardait à arriver, vous êtes des séparatistes, vous voulez toucher à l'unité du pays. Donc la division sectaire sur des bases régionalistes ou sur des bases confessionnelles a été le fait des pouvoirs et pas des réflexes autonomes des sociétés. Les sociétés, elles sont unies contre le tyran. Et donc
l'union fait la force. Mais celui qui est sur la chaise et qui veut y rester, lui, il fait usage de la division sectaire. Alors, vous avez échappé à quoi? À plein de choses. Vous allez échapper, mais vous pouvez le lire, au fait que je me suis démarqué de l'explication par l'islamisation de la radicalité. C'est-à-dire cette explication qui a été avancée non pas par Olivier Roy seulement, mais par plusieurs de mes collègues qui ont dit il y a des petits jeunes qui sont tombés, alors c'est là que ça coince un petit peu, dans le nihilisme et dans la radicalité, mais on ne construit pas la radicalité, on ne dit pas d'où elle vient. Eh bien, il se trouve qu'ils ont trouvé qui traînait le langage de l'islam politique radical, ils l'ont adopté. Et je me suis démarqué de cette alors vous pouvez retrouver tout cela sur rue 89, c'est relativement bien expliqué. Je me suis démarqué de cela pour la même raison qui me pousse à parler avec passion depuis le début de la soirée, parce que c'est une explication qu'on a tous trouvée sympathique, parce qu'elle aboutissait à dire les musulmans n'ont rien à voir là-dedans. Puisque ça serait arrivé de toute façon, et les musulmans n'ont rien à voir, puisqu'ils sont en coupure totale avec ces jeunes, qui sont très peu nombreux. Alors bon, il y avait un aspect sympathique, on exonérait, on ne tombait pas dans la vieille thèse de la radicalisation de l'islam, on exonérait les musulmans, mais le problème c'est que il fallait avaler avec ce dispositif rhétorique, je vais citer la phrase comme ça, on comprendra bien ce qu'il fallait avaler. Il fallait avaler un mécanisme de dépolitisation de la radicalisation. La radicalisation était étrangère au dysfonctionnement du vivre ensemble en France et étrangère au conflit israélo-arabe. Olivier Roy dit quand même étrangère à la colonisation, ils ne l'ont pas connue. Oh, bon. Moi, je veux bien, mais il faut qu'on dise aux descendants des Juifs ou des Arméniens, de quoi vous mêlez-vous, puisque vous n'y étiez pas. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Le conflit israélo-arabe n'a rien à voir, puisque la radicalisation est venue des marges du monde musulman et pas du centre. Et je vais lire la phrase. Olivier Roy discrédite ce qu'il appelle la vieille antienne tiers-mondiste. La vieille antienne tiers-mondiste. Alors, la vieille antienne tiers-mondiste, c'est à peu près tout ce que je vous dis depuis le début de la soirée. La vieille antienne tiers-mondiste, c'est le fait de corréler les dysfonctionnements dans leur temporalité, c'est-à-dire avec le background colonial, et dans leur territorialité du vivre-ensemble français avec le monde musulman. Et ça, donc, je m'en suis démarqué, mais je ne vais pas le reprendre maintenant. Je vais... bon, une heure, les gens, mieux conclure. Bon, je vous fais économiser aussi l'inventaire de la pensée djihadiste. Il y a plein de choses intéressantes. Dans la stratégie des djihadistes, si on parle du passage de l'ennemi proche à l'ennemi lointain. Quand Ayman al-Zawahiri dit « on va plus en prendre à Moubarak », à Moubarak, déjà, on va s'en prendre aux États-Unis qui font que Moubarak peut continuer. Bon, ça, c'est intéressant. Quand Abu Mus'ab al-Souri dit « on va changer, on ne fait plus un tanzim, une organisation, on fait un nidam, on va dissoudre la stratégie guerrière dans le tissu social du monde entier sans chercher à l'organiser, c'est très intéressant. Mais pour moi, ça ne peut pas être la priorité analytique. Ça a ressorti à ce que j'ai énoncé tout à l'heure. L'eau est passée par là, et puis après, figurez-vous, elle a tourné à gauche. Moi, je veux que l'effort citoyen et académique se mobilisent sur l'origine de la radicalisation, sur la motivation de la radicalisation, pour voir si on peut mettre les itinéraires. Vous voyez, imaginez, on va marcher 2000 personnes dans le désert, là. Ils portent leur... qui c'est qui leur a payé des baskets? Le financement aussi. Le financement, quand on s'interroge au financement.
Alors, dans le lexique de la radicalisation, dans le petit dictionnaire de la radicalisation, il y a un certain nombre de concepts qui contredisent ce que j'essaye de vous dire ce soir. Il y a un mot horrible, un vilain mot. Chaque fois que vous l'entendez, prenez garde. La victimisation. L'adoption d'une posture victimaire. C'est la rhétorique qui permet de disqualifier les demandes de l'autre. C'est extrêmement pernicieux. Quand vous entendez victimisation, dites « Oh, on va quand même prendre le temps de voir si l'autre, il n'a pas quand même une petite raison de dire qu'il se sent un peu victime. » Juste, on prend 2 minutes, on vérifie. Mais on ne gobe pas comme ça ce concept extrêmement pernicieux de la victimisation qui est encore un des accessoires qui nous éloigne de ce où je voudrais vous amener ce soir. Laissez tomber les accessoires. Allez, une petite chanson sur Internet. C'est tout Internet qui fait. Hein. On n'en finit pas de ne pas accepter qu'on ait perdu le monopole de notre maîtrise de la technologie. Depuis toujours, les mouvements protestataires font usage des possibilités technologiques existantes dans l'environnement où ils se déploient. Reprenez l'histoire sélective du courant islamiste. Partons de la bande à Bono. Ces salauds-là, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient une attaque et hop, ils se sauvaient en voiture. Ah, c'est traître ça, hein ? Eh bien, les islamistes, c'est la même chose. Hein ? Ils ont commencé, vous savez avec quoi ? Les cassettes audio. Retrouvez quelques grandes pages où on nous expliquait que rien ne serait plus jamais comme avant, depuis que la hiérarchie de la production de la norme était abolie par le recours à cette technologie perverse qui était la cassette audio, qui créait des transmissions latérales. Ah non, mais il y a des pages splendides, hein. C'est un coefficient explicatif exceptionnel. Alors après, ces salauds-là, évidemment, c'est Facebook qui a fait les printemps arabes. Je vais te dire une chose, cher ami. Je suis cité par le tribunal de grande instance de Paris. J'ai passé un certain nombre d'heures à documenter une plainte d'opposants syriens contre 2 sociétés françaises qui ont fourni la technologie informatique qui a permis au régime syrien d'écrabouiller à peu près en octobre-novembre 2011 la protestation populaire. Hein. Je vivais à Damas à cette époque. Peut-être ne le savez-vous pas, Facebook était interdit en Syrie. Réaction du pouvoir syrien au début de la crise. Il autorise Facebook. Pourquoi ? Parce que ces technologies sont certes des armes aux mains des protestataires, mais elles sont des armes encore plus violentes aux mains des autorités. Donc, les printemps arabes, c'est Facebook. Bon, avant, on a eu Al-Qaïda, c'est Internet. Oui, Al-Qaïda, c'est Internet. Mais s'il n'y avait pas Internet, il y aurait quand même Al-Qaïda. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il y aurait quand même une protestation de cette partie du monde qui s'estime exclue dans la redistribution des ressources de manière arrogante et discriminée dans sa culture. Et donc, ce n'est pas Internet. Alors après, on a eu, bien sûr, la propagande hollywoodienne de Daesh. C'est le dernier niveau. Ces salauds-là font de la propagande aussi balèze que la nôtre. Et ils sont aussi bons que les producteurs hollywoodiens. Vous avez déjà regardé The Sniper ? La propagande hollywoodienne, c'est pas mal non plus aussi, hein, pour vous inciter à vous mobiliser dans un camp de la planète. Donc, s'il vous plaît, n'accordons pas aux itinéraires, aux moyens, aux vecteurs de la radicalisation une importance qui nous détourne de ce que doit être la réflexion fondamentale. Pourquoi il y a eu radicalisation ? Est-ce que par hasard, nous n'aurions pas une part de responsabilité dans le dispositif ? Hein ? Et si on arrivait à sortir, et nous y sommes encore dans cette posture de déni total, hein, si on demeure convaincu qu'ils en veulent à nos libertés et de boire du rouge à la terrasse des bistrots, il est évident que nous n'allons pas nous rapprocher. Bon, je vais conclure par le pire du pire. Une partie de notre gestion de ces crises extérieures actuellement relève de l'électoralisme. Nous envoyons le Charles de Gaulle. Alors, l'autre jour, j'ai dit ça devant les députés. Alors, il y a eu un brouhaha. J'ai compris que c'était les gens de gauche qui voulaient se lever, ça ne leur plaisait pas. Je dis patience,
Je vous promets, je vais en dire autant. Le Charles de Gaulle, il était envoyé en Afghanistan par Nicolas Sarkozy pour viriliser son image dans un contexte électoraliste. Je ne connais pas un seul expert, mais il y a des experts militaires dans la salle, je ne connais pas un seul expert qui ose penser que le bilan politique, je ne parle pas du gouffre financier, de l'envoi du Charles de Gaulle en Afghanistan puisse être évalué comme positif. Eh bien, François Hollande, quand il envoie le Charles de Gaulle, il ne relève pas le niveau de sécurité de nos concitoyens, ni ici ni ailleurs dans le monde, il l'abaisse. Hein, et avant les attentats, 10 jours avant les attentats, j'avais écrit cette formule, j'avais dit « Les performances des pilotes de nos Rafales vont affecter celles des fantassins de notre vigie pirate. » Plus on envoie de bombes, plus on met en danger les citoyens français. C'est une évidence. Je défie quiconque de démontrer que nous espérions que nos bombardements, qui, entre parenthèses, sont même pas terrifiants, on n'a pas les moyens, hein, mais on les brandit. Donc, on ne va même pas changer le rapport de force militaire sur le terrain, mais on brandit. Et pourquoi on brandit ? Parce que nous vivons dans une atmosphère politique où casser du barbu, ça rapporte. Et le problème n'est pas le problème du Front National. Je conclus sur une dernière formule. La gauche nous joue à la flûte, mais crescendo, la partition islamophobe que la droite nous joue au saxo et que le Front National nous joue au clairon et à la trompette. Merci de votre attention. Bon, merci François. J'imagine que tu as tout dit, qu'il n'y aura pas beaucoup de questions ou de remarques ou de commentaires. Comme il n'y a eu aucune provocation de ta part, pour une fois.